Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire un débat un peu, parce que j'avais envie sur un type de littérature, enfin un sujet qu'on aborde en littérature pas trop souvent pour moi. Et, euh, et j'espère que si jamais vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à donner votre point de vue, ça m'intéresse toujours. Et que peut-être que je pourrais faire une série de vidéos comme ça sur les choses qui m'intéressent, parce que peut-être que ça vous intéresse aussi justement. Donc cette vidéo ne va pas parler de littérature au sens propre, il n'y aura pas de lecture ou d'analyse de tel extrait ou quoi que ce soit, mais je vais simplement parler de ce qui me plaît en littérature et comme ça vous montre aussi un point de vue personnel que j'ai parce que lorsque je lis les vidéos, lorsque je lis La Garde Michard, c'est pas forcément très personnel, c'est juste que je lis un livre, donc je me suis dit que de temps en temps, il fallait que j'en fasse des vidéos comme ça. Donc, je me dis, alors en fait, cette année, en 2026, je voudrais m'atteler à un projet parce que je suis en terminale et je suis en spécialité humanité, littérature et philosophie. Et je voudrais, euh, pour mon grand oral, parler d'un sujet qui parle de la mélancolie. Parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup, que j'adore. Voilà, je trouve ça passionnant. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Adolphe de Benjamin Constant pour vous montrer que ça me plaisait. De même, je vous ai sûrement dit que j'adorais Chateaubriand et que je suis un grand féru de Chateaubriand. Donc c'est pourquoi je trouve que c'est important d'en parler. Parce qu'en fait, le but de mon grand oral, je pense, ça va être de donner ma vision personnelle par rapport à la mélancolie. Et donc déjà, pour moi, il y a deux visions, deux aspects que je vois dans la mélancolie. Il y a le premier aspect qui est l'aspect vague des passions de Chateaubriand, c'est-à-dire l'aspect de solitude, de tristesse vis-à-vis de la solitude, de, de folie, un peu d'excès, de ne plus savoir quoi sentir, de se sentir perdu. Et aussi, il y a le deuxième aspect qui est la relation amoureuse et la mélancolie de la relation amoureuse, qui fait que ça, on se sent beaucoup moins bien lorsque on est mélancolique. Et à cause de ça, eh bien, on peut être moins sincère dans notre relation amoureuse, ou alors on peut même ne plus avoir envie d'aimer. Et donc c'est pour ça que je vais faire aussi un parallèle par rapport aux livres que j'écris. Parce que moi, j'écris des livres en ce moment, et je vous l'ai déjà dit, mon pseudonyme, c'est Estelas Delmer. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous les présenter et je pourrai les publier, même si ça va être dans longtemps, parce que je n'en suis qu'au début. Mais en fait, les livres que j'écris, ils sont extrêmement tristes. Parce que j'essaie d'un peu de montrer un peu ce que je vis, de représenter ce que je vis tous les jours par rapport à la solitude. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Et ça parle surtout d'un... Le premier, c'est un roman fleuve. Vous savez, je vous ai présenté des romans fleuves. Ce sont des romans très longs qui s'étendent sur plusieurs générations avec plusieurs tomes. Et, euh, et donc, ce roman fleuve-là, il va parler d'une jeune fille qui est seule toute sa vie, et surtout durant son adolescence, et qui va souffrir, qui va se faire beaucoup de mal par rapport à ça. Donc, des fois, c'est pas très facile à lire ce que je vais écrire, mais je trouve ça montre bien l'idée de la détresse qu'on ressent quand on est seul, de l'amour impossible, etc. Et le deuxième livre, ça explore du coup l'autre vision, la vision dans l'amour installé. C'est-à-dire la vision qui est lorsqu'on l'amour est installé, on n'a plus vraiment envie d'avoir un amour stable, du coup on est instable et on n'est plus sincère et on n'a même plus envie d'aimer. D'où les rapports avec Adolphe de Benjamin Constant. Et là, à l'heure actuelle, je pourrais même faire un rapport avec Madame Bovary de Flaubert, que je suis en train de lire et que j'adorerais vous présenter bientôt, même si ce n'est pas encore dans le programme que je vais vous lire. Mais en tout cas, quand je vous le lirai avec beaucoup de passion. Donc voilà, pour en revenir à ce que je voudrais vraiment aborder aujourd'hui, en fait, je voudrais créer un état d'esprit. Moi, ce serait mon but, en fait, de diffuser cet état d'esprit-là. Je sais pas, en fait, je n'ai pas encore donné de nom à cet état d'esprit. C'est un état émotionnel. C'est une sorte d'émotion qu'on ressent, un sentiment. Je sais même pas comment le qualifier, en fait. Une fois dans notre vie, ça vous est peut-être arrivé. J'aimerais bien savoir si une fois ça vous est arrivé quand je vais vous décrire ce que c'est. Et je vais vous décrire ça en plusieurs points et vous allez me dire si jamais vous avez une fois ressenti quelque chose comme ça parce que c'est quelque chose qui vraiment me passionne.
depuis maintenant plusieurs années. Et j'espère que ça va vous permettre d'apprendre plus de choses si vous vous intéressez. Donc, en fait, cet état, il est caractérisé par sa complexité. C'est-à-dire que c'est très contradictoire. On ne saurait pas le définir, il n'y a pas de mot pour le définir, je ne l'ai pas encore nommé. Je ne saurais pas le nommer. Je ne saurais même pas donner un surnom, voilà, il n'y a rien pour le définir. C'est le néant, en fait. Mais je peux le décomposer en plusieurs points. Comme ça, après, vous ferez votre unité par vous-même. Alors, le premier point dans cet état, donc c'est un peu un état de conflit intérieur, c'est surtout un état où on ressent de la sérénité, de la certitude et la sagesse. La sagesse, l'élévation de la sagesse. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans cet état, c'est souvent qu'on est seul, qu'on a vécu quelque chose de très lourd, de très difficile, et alors on se sent, et un peu quand on arrive dans une situation un peu stable, ou alors instable, les deux marchent. Et alors, on se met à rêver, on se met à être nostalgique, mélancolique. Donc c'est un peu l'état mélancolique, mais du coup, on se sent un peu serein, bizarrement. On sent qu'en fait, euh, on se sent simple. C'est vraiment de la simplicité. On sent qu'on se sent intelligent, qu'on est sage. C'est quelque chose qui est comme ça. Je ne saurais pas le décrire en fait. C'est une intuition en moi. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on est très très triste et qu'on fait des constats pessimistes, la tristesse profonde. Donc paradoxalement, cette sagesse s'accompagne de tristesse radicale. Donc en fait, la- nous voyons le monde tel qu'il est, sans illusion. Nous sommes très tristes, nous sommes très pessimistes. Nous ne savons pas voir le monde d'un point de vue positif. Nous ressassons toujours notre passé, toutes nos erreurs, nous regrettons. Et c'est très très triste, c'est très psychologique et on a beaucoup de douleurs émotionnelles, de souffrance. Voilà, on souffre beaucoup. Donc c'est un état où on ressent beaucoup de tristesse. Voilà, la tristesse, elle est omniprésente. Ensuite, ce qui caractérise cet état, c'est aussi une contradiction par rapport à la production, la créativité. En fait, je dirais que cet état, il est à la fois stérile et passif, mais pourtant, il est inspirant. Alors pourquoi je dirais ça? Parce que, en fait, lorsqu'on ressent cet état, c'est pas nous qui le décidons. Ça arrive tout seul, ça arrive d'un coup. On ne se sent passif par rapport à ça. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment agir. On est submergé par ces détails et on ne sait pas quoi en faire. Et c'est très très proche, vous allez voir, du vague des passions. Très très proche. Mais il y a quand même une légère différence, vous allez voir. Donc voilà, on est passif et d'autant plus que c'est stérile parce qu'on ne sait pas quoi faire, on n'est pas productif. Pourtant, dans cet état, on ressent quand même beaucoup d'inspiration. Même si la production n'est pas directe, elle est indirecte. Ça veut dire qu'en nous, ça fuse. On a plein d'idées en nous. Comme dans le vague des passions, cet état, en fait, par exemple, les peintres, dans cet état, c'est souvent quand ils sont comme ça qu'ils font les plus belles peintures. Ou les compositeurs, c'est ceux qui ont le plus de sensibilité, qui font des magnifiques symphonies ou des beaux concertos. Eh bien, c'est souvent comme ça. C'est souvent à partir de cet état-là, de tristesse, de mélancolie, qu'on arrive à faire de grandes choses. Et donc, ça provoque l'inspiration. Ensuite, le quatrième point, c'est la folie et l'excès. En fait, on est complètement fou. On peut faire n'importe quoi, on peut sauter partout, on peut crier. Ça ne nous dérange pas. Vraiment, on se sent libre. On se sent on a tellement pris sur nous qu'on n'en peut plus. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça une fois. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ressenti en même temps, mais des fois, enfin, c'est des choses qu'on ressent tous à la fois, tous une fois, séparément. Mais moi, une fois, j'ai ressenti tout ça en même temps, même plusieurs fois. En fait, c'est la folie et l'excès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste mesure, on fait tout à l'excès, on exagère, voilà, on dramatise, on fait des, des hyperboles, enfin voilà. Plus rien n'a d'importance, on hurle sur tout, on est fou, voilà. C'est, on s'en fiche de regarder les autres. C'est, on est comme ça. Ensuite, donc encore paradoxal, hein, vous allez peut-être vraiment avoir du mal à comprendre cet état, même moi des fois j'ai du mal à comprendre. Mais c'est comme ça vient en moi, je trouve ça magnifique. On a une quiétude profonde et une joie intense. Alors ça fait opposition à la tristesse, mais pourtant c'est vrai. Il existe un état émotionnel, je pense qu'il existe un état émotionnel, où euh, nous sommes tristes et heureux à la fois, où nous pleurons en souriant. Je trouve que c'est vraiment possible.
Par exemple, la mélancolie, souvent on pleure et on est ému. Souvent, quand on regarde quelque chose d'émouvant, on est ému aux larmes, mais on sourit. Ce sont des larmes de joie. Mais là, c'est pareil. On sait tellement plus quoi ressentir, on est tellement sous le choc, on ressent beaucoup de profondeur. Donc c'est une grande quiétude, une grande joie intense, un grand constat merveilleux. On constate la beauté de la vie. On a on a un bon regard sur le sens de la vie. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, donc quelque chose qui va peut-être un peu vous faire mieux comprendre cette contradiction entre la joie et la tristesse, mais pourtant qui sont complémentaires, c'est la sensation d'omniscience. Quand on est comme ça, on a l'impression d'avoir tout vécu. On pense qu'on a tout vécu, on pense qu'on sait tout. Parce qu'en fait, on se sent tellement vieux, on se sent tellement... on pense que les autres, ils sont rien par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à tout ce qu'on est. On est nostalgique, on fait une crise de folie, on fait une crise existentielle. C'est vraiment psychologique ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai pas lu de livre par rapport à ça, mais je suis sûre qu'un jour dans ma vie, je lirai un livre comme ça. Je suis sûre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'en fait, tout est évident, tout est simple. Il n'y a plus rien. C'est vraiment, on se pose plus de questions, mais en même temps, on se pose énormément de questions. Voilà, en fait, on n'a même plus envie de réfléchir, on n'a même plus envie de vivre, en fait. C'est, voilà, là, je vais même pleurer tellement je suis émue par ce que je dis, vous voyez. Et puis ensuite, il y a l'idée d'abandon et de renoncement. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on a tellement vécu que là, on arrête. On arrête de faire des efforts. On arrête de, de, euh, de prendre sur nous. On arrête voilà, tout simplement de se battre tous les jours parce que c'est la vie. Des fois, c'est une bataille, hein, tous les jours. C'est dur, c'est difficile. Des fois, on n'a pas envie de se lever le matin. Et là, on arrête. On se repose. On renonce. Mais de manière juste. C'est un peu une sorte de pèlerinage. C'est quelque chose qu'en fait, on sent qu'on a une défaite, mais pourtant on n'est pas triste face à cette défaite. On la vit, et c'est tout. Voilà, c'est un peu un recueillement, c'est comme si on écoutait la pavane pour un enfant de défunt de Ravel. C'est un peu ça. Voilà. Et ensuite, le huitième point, désolé, il y a beaucoup de points, mais je trouve que c'est tellement riche comme... Oui, c'est un livre extrêmement riche. Donc le huitième point, c'est le désespoir. Mais un espoir infime en plus, une sorte de prière. Quand je disais que c'était un recueillement, c'est-à-dire qu'on consulte une tombe, en fait, on se recueille. Et bien là, en fait, c'est un peu une sorte d'optimisme, mais vraiment minimal. En fait, on sent que on veut quelque chose. En fait, c'est même pas une volonté précise, c'est une volonté générale. C'est quelque chose qui est très très vague, mais on veut que notre vie se sente mieux. Et c'est pour ça que dans mon livre La Pointe, euh, de mon roman Fleuve, au début j'ai fait une préface qui illustrait bien cette idée de désespoir et d'espoir infime. C'est l'idée de, en fait, on prie tous les jours pour que tout se passe bien dans notre vie. On regarde sa bonne étoile. On voudrait rejoindre le soleil. C'est exactement ça. On a tellement vécu de tristesse dans notre vie qu'on est nostalgique, qu'on essaie de rejoindre l'étoile comme le désir en philosophie, j'ai appris ça. Son étymologie, c'est la trace de feu que rejoint une étoile filante dans notre rétine. Donc c'est vraiment l'idée d'espoir infime, mais on a vraiment envie que ça se passe, mais pourtant on sait que ça n'arrivera pas, mais on l'espère quand même. On rêve devant sa bonne étoile. Et je trouve ça très poétique. Et enfin, le dernier point, enfin, c'est le plus important, je pense, c'est le fait de ne faire qu'un avec le monde. C'est comme en HLP, j'ai vu un cours sur le soi, à l'introduction de la recherche de soi, eh bien, Jung dit notamment que le soi, c'est une entité cosmique universelle. Eh bien là, c'est bien l'idée. C'est l'idée, en fait, que nous n'avons pas une relation avec le monde, mais nous sommes le monde. Nous faisons partie du monde. Et en fait, on ne peut rien ressentir d'autre que ça. C'est indescriptible. C'est une sensation de... C'est comme si on était imprégné, on était absorbé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est absolument ça que je voulais dire. Voilà, ça a vraiment un rapport avec la recherche de soi. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très très intéressant. Et, euh, et donc, et donc, du coup, quelque part, c'est un rapport avec la crise de folie et la crise existentielle. C'est vraiment très psychologique. C'est souvent quand on fait ça, hein.
Alors, bien sûr, si jamais ces souvenirs ne vous sont, si jamais vous avez envie d'en parler, mais que ces souvenirs ne sont pas très joyeux pour vous, c'est pas grave, je ne vous force pas à en parler. Mais c'est toujours enrichissant pour moi et pour d'autres personnes d'avoir d'autres expériences, je trouve. Et donc, vous pouvez bien sûr en parler si jamais vous avez vécu une fois, fait une crise de folie comme ça, ou alors si jamais vous avez lu un livre qui s'apparente à ça. Moi, j'adorerais lire un livre comme ça. Donc, si jamais vous avez vraiment un livre à me conseiller, dites-le moi. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. C'est tellement un état complexe qu'on trouve pratiquement jamais. Et je suis très contente d'avoir cette vidéo devant vous et j'espère que vous allez passer une bonne année. Et donc, je referai sûrement des vidéos de ce genre plus tard et j'en profiterai à l'occasion du coup pour présenter mes livres que je suis en train de lire. Et puis peut-être qu'après, en plusieurs années, je vous ferai des petites vidéos à chaque fois qui racontent un chapitre du livre. Comme ça vous donnera envie de le lire et voilà. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous.